triste de ce qui arrive à Nicolas. Rentrer en prison, c'est jamais quelque chose d'agréable. À 77 ans, Patrick Balkany a finalement brisé le silence sur Nicolas Sarkozy et la France politique en est secouée. L'ancien maire de Levallois-Perret, longtemps considéré comme un fidèle parmi les fidèles de l'ex-président, a choisi ce moment précis pour parler. Et ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Après des années d'amitié, de complicité publique et de silence lourd, Balkany se livre sans détour, laissant entrevoir les fissures profondes d'une relation jadis indestructible. Ce n'est plus le ton d'un homme qui protège, mais celui d'un témoin décidé à tout dire. Depuis des décennies, leur duo symbolisait la droite française triomphante. Sarkozy, le stratège, et Balkany, l'homme du terrain, fidèle jusqu'à la dévotion. Mais aujourd'hui, cette loyauté semble voler en éclats. Dans une déclaration aussi directe que dérangeante, Balkany évoque des vérités que personne n'osait prononcer à voix haute. Les coulisses du pouvoir, les promesses oubliées, les tensions enfouies, tout remonte à la surface, comme si le poids des années avait libéré sa langue. Ce qu'il révèle n'est pas seulement un témoignage, c'est un séisme politique et humain. Le ton est amer, lucide, parfois blessé, mais toujours sincère. Balkany n'attaque pas, il raconte, et c'est précisément ce qui rend ses paroles si percutantes. Derrière la façade des sourires officiels et des campagnes victorieuses, il dévoile la solitude, les désillusions et cette amitié devenue trop lourde à porter. Cette sortie inattendue relance toutes les spéculations. Pourquoi maintenant ? Pour régler ses comptes ou simplement pour se libérer ? Quoi qu'il en soit, le message est clair. Patrick Balkany n'a plus rien à perdre et tout à dire. Ses confidences sur Nicolas Sarkozy marquent peut-être la fin d'une époque, mais surtout le début d'une vérité longtemps étouffée. Dans cette interview accordée à M6, Patrick Balkany apparaît étonnamment calme, presque bienveillant, comme s'il savait mieux que quiconque ce qui attendait Nicolas Sarkozy. Le regard légèrement voilé, la voix posée mais ferme, il parle d'expérience. Celle d'un homme qui a connu l'humiliation des barreaux, le froid des murs gris et la lenteur des jours dans une cellule. Il ne juge pas, il avertit. Il faut s'y préparer dans la tête, sinon on ne tient pas, glisse-t-il avec une gravité que seul le vécu peut donner. Devant les caméras, son ton trahit une forme de compassion fraternelle, mais aussi une lucidité désarmante sur le prix du pouvoir et de la chute. L'évocation de la prison de la santé fait remonter en lui des souvenirs amers. Balkany décrit les routines, les bruits de clés, l'odeur du béton humide, les longues nuits sans sommeil. Il parle de l'enfermement, mais aussi de la solitude, celle qui ronge les certitudes et met à nu l'âme de l'homme. Ce passage derrière les barreaux, il le présente comme une épreuve initiatique, presque purificatrice. Et c'est précisément ce qu'il souhaite à Sarkozy. Apprendre à encaisser, à se reconstruire, à supporter la lente morsure du temps sans perdre sa dignité. Les mots de Balkany résonnent étrangement, portés par une sincérité qu'on ne lui connaissait plus. On sent qu'il s'adresse moins aux journalistes qu'à son ancien ami, comme un message codé lancé à travers les ondes. Les deux hommes, jadis inséparables, se retrouvent liés à nouveau par un destin troublant, celui d'avoir goûté au sommet avant de connaître l'ombre. Ce face-à-face à distance entre l'ex-président et l'ancien maire devient presque symbolique. La puissance. Un jour, s'effrite, la liberté, elle, n'a pas de prix. Elle, pendant qu'il parle, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Chaque mot, chaque regard semble peser avec soin,
comme si Balkany savait que cette confession ne laisserait personne indifférent. Derrière ces phrases se devine la fragilité d'un homme qui a tout perdu, mais aussi la force tranquille de celui qui désormais n'a plus rien à cacher. Patrick Balkany, face caméra, parle avec l'assurance tranquille de celui qui a déjà traversé la tempête. Ces mots ne sonnent ni comme un avertissement, ni comme une confession, mais comme le témoignage lucide d'un homme revenu de tout. Il sait ce que signifie perdre sa liberté, sentir le monde se refermer sur soi, et il sait aussi que Nicolas Sarkozy va devoir, lui aussi, apprendre à respirer dans cet espace étroit où le temps semble s'arrêter. Sa voix reste posée, presque tendre, lorsqu'il évoque son ancien compagnon de route. C'est un garçon solide, un roc, répète-t-il, comme pour se convaincre lui-même. On sent, dans ses paroles, une admiration mêlée de nostalgie. Balkany décrit Sarkozy avec précision, son énergie, son rythme, son besoin d'action. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse du sport, du vélo, tous les jours. L'ancien maire esquisse presque un sourire en prononçant ces mots, comme s'il voyait déjà son ami pédaler dans la petite salle de sport de la santé, transformant la routine carcérale en discipline personnelle. Ce détail, banal en apparence, devient soudain d'une intensité poignante. C'est la projection d'une survie, d'une dignité, préservée au cœur de l'enfermement. Puis il parle du silence, de ces heures où le monde extérieur s'efface. Là, Balkany se fait plus grave. Il sait que la solitude est une épreuve que même les plus forts redoutent. Mais il semble convaincu que Sarkozy, avec sa rigueur et son goût du travail, saura l'apprivoiser. Il va lire, écrire, beaucoup plus que d'habitude, dit-il, presque admiratif. Dans sa bouche, cette prédiction résonne comme une forme d'encouragement, transformer l'enfermement en refuge intérieur. L'interview prend alors des allures d'échange, à distance, entre deux anciens amis unis par un même destin. Balkany, marqué mais apaisé, semble offrir à Sarkozy la seule chose qu'il lui reste, l'expérience du confinement, la connaissance de la chute et peut-être, au fond, la promesse silencieuse qu'on peut s'en relever. Patrick Balkany, les yeux légèrement plissés, évoque ce qu'il considère comme la clé de la survie derrière les barreaux, le lien humain. À travers ces mots, on comprend que, plus encore que la discipline ou la lecture, c'est la chaleur des proches qui maintient l'âme debout. Ce sont les visites qui vous tiennent d'envie, murmure-t-il, la voix empreinte d'une émotion qu'il ne cherche plus à dissimuler. Il se souvient de ces 2 rendez-vous hebdomadaires, attendus comme une respiration dans l'étouffement quotidien. On attend le parloir, parfois des heures, et quand enfin elle arrive, le temps s'envole. 3/4 d'heure, ça passe comme une minute. Ce souvenir donne un relief nouveau à ces conseils adressés à Nicolas Sarkozy. Derrière l'analyse du Machiavelin, du moral d'acier, de l'ancien président, on perçoit une forme d'inquiétude affectueuse. Balkany sait que même les plus forts se brisent sans amour autour d'eux. Il imagine sans doute Carla Bruni, franchissant les lourdes portes de la santé, apportant à son mari un peu de lumière, un parfum du monde extérieur. L'image est poignante, une femme élégante, les yeux brillants d'inquiétude, face à un homme qui fut chef d'État, désormais simple détenu en attente de sa liberté. Autour d'eux, une autre force se dessine, celle de la famille, unie dans la tempête. Giulia, encore adolescente, apprendra sans doute trop tôt le poids du silence et des absences. Les fils de Sarkozy, eux, déjà adultes, porteront le rôle de piliers invisibles, présents à distance, veillant à ce que leur père ne sombre pas. Balkany, qui parle d'expérience, sait à quel point ses gestes, ses regards ou à travers une vitre, peuvent tout changer. Pour lui, Nicolas Sarkozy tiendra bon, mais pas seul.
Il aura besoin de sentir à travers chaque visite, chaque mot échangé, qu'il n'est pas oublié. Et dans la voix de Balkany, fatiguée mais sincère, on devine cette certitude tranquille. Les chaînes du cœur, elles, sont plus fortes que celles du métal. Avant d'être ce septuagénaire au franc-parler, Patrick Balkany a été l'un des personnages les plus emblématiques et controversés de la scène politique française. Tout commence à Levallois-Perret, cette commune des Hauts-de-Seine qu'il a façonnée à son image pendant des décennies. C'est là que son nom est devenu une véritable marque, un synonyme de pouvoir local absolu. Dans les années 1980, il n'est pas encore ce visage familier des journaux télévisés, mais déjà, il attire les regards. Un homme énergique, ambitieux, jovial, capable de séduire aussi bien les électeurs que les caméras. Aux côtés de sa femme Isabelle, il forme un couple politique aussi inséparable que sulfureux. Leur règne sur Levallois est marqué par un mélange de réussite municipale et de scandales retentissants. Sous leur impulsion, la ville se transforme, modernisée, embellie, attirant de nouveaux habitants. Mais derrière les façades rénovées, les enquêtes judiciaires s'accumulent. C'est précisément cette dualité, le bâtisseur et le provocateur, qui fait de Balkany un personnage de roman politique. Il brille, choque, amuse, exaspère. Et surtout, il occupe la scène. À une époque où la politique tend vers la froideur technocratique, lui joue la carte de la gouaille populaire, de la familiarité presque théâtrale. Sa notoriété explose réellement dans les années 1990, puis 2000, lorsqu'il devient l'un des alliés les plus fidèles de Nicolas Sarkozy. Ensemble, ils incarnent une droite conquérante, pragmatique, toujours à la limite du politiquement incorrect. On les voit partout, souriants, complices, partageant campagne et dîners officiels. Mais plus le duo grimpe, plus il attire la lumière et l'ombre. Les affaires de fraude, de détournement, de corruption éclatent peu à peu, faisant du nom Balkany un sujet de fascination nationale. Puis vient la chute, spectaculaire. En 2019, son incarcération à la prison de la Santé le projette à nouveau sous les projecteurs, mais cette fois sous un jour tragiquement humain. Les caméras captent son arrivée en détention, ses mains tremblantes, son visage fatigué, mais toujours digne. La France découvre alors un autre Balkany, moins flamboyant, plus vulnérable, presque émouvant. L'homme qui jadis faisait rire et grincer les dents devient un symbole de déclin. Un personnage qui semble sorti d'une fresque sur le pouvoir et la vanité. Et pourtant, c'est précisément cette période qui scelle sa renommée. Sa prison devient un théâtre, ses interviews une confession. Quand il parle, il captive encore. Il ne lit pas un texte, il raconte sa vie comme on raconte un film. Il assume, se défend, ironise. Cette capacité à transformer la disgrâce en récit, à continuer d'exister malgré tout, fait de lui un protagoniste unique de la vie publique française. Là où d'autres auraient disparu, lui revient sans cesse, défiant le silence et le jugement. C'est cette force, cette étrange lumière dans la tourmente, qui fait que le nom Patrick Balkany reste gravé dans la mémoire collective, celle d'un homme plus grand que nature, à la fois acteur et témoin de sa propre légende. Bien avant d'apparaître sous les feux de la politique, Patrick Balkany n'était qu'un enfant parmi d'autres, né dans une France d'après-guerre encore marquée par les blessures et les privations. Il voit le jour le 16 août 1948 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille où la réussite se mêle à la douleur du passé. Son père, Alexander Balkany, d'origine hongroise, est un juif rescapé des persécutions nazies, un homme brisé mais tenace, qui a reconstruit sa vie grâce au travail acharné. Sa mère, de confession protestante, lui transmet la rigueur,
la pudeur et un sens profond de la dignité. Dans ce foyer où les souvenirs de la guerre ne sont jamais loin, Patrick grandit entre gratitude et colère, entre ambition et peur de tout perdre à nouveau. L'enfant Balkany n'a rien d'un héritier tranquille. Il observe très tôt la dureté du monde adulte, la précarité dissimulée derrière les apparences. Son père, commerçant obstiné, lui enseigne la valeur de l'effort et la méfiance envers les puissants. À la maison, on parle peu de sentiments, beaucoup de courage. Cette éducation forgée dans la retenue et la combativité le marquera à jamais. Déjà, il déteste l'injustice, l'humiliation, les hiérarchies qui écrasent les faibles. Ce ressentiment silencieux devient peu à peu une énergie, celle de ne jamais se laisser dominer. À l'école, le jeune Patrick se distingue moins par la discipline que par son aplomb. Insolent, curieux, il questionne, argumente, défie les maîtres. Ses camarades le décrivent comme un garçon vif, drôle, un peu frondeur. Derrière ses plaisanteries, on sent pourtant une solitude profonde, celle d'un enfant qui cherche à s'imposer dans un monde où il se sent différent. Il grandit dans une banlieue en pleine mutation entre les classes moyennes en ascension et les souvenirs des ruines d'hier. C'est là qu'il apprend à observer les gens, à comprendre leur colère, leurs envies, ce talent d'intuition humaine qui plus tard fera de lui un politique redoutable. Son adolescence, marquée par les bouleversements des années 1960, renforce ce goût du défi. Tandis que la France s'ouvre à la modernité, Balkany rêve d'action, de reconnaissance, d'un destin plus grand que celui d'un simple commerçant. Il n'est pas encore question de mairie ni de parti, mais déjà d'une volonté farouche de conquérir, d'exister, d'échapper au destin modeste de sa famille. Les tensions familiales, les exigences du père, les silences de la mère, le poussent à se forger une carapace, celle d'un homme qui, quoi qu'il arrive, ne montrera jamais la peur. C'est dans cette enfance faite de contrastes, entre sévérité et tendresse, entre pauvreté relative et fierté inébranlable, que se construit le futur maire de Levallois. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque petit triomphe d'écolier devient une pierre ajoutée à l'édifice d'un caractère hors du commun. Déjà, Patrick Balkany apprend à sourire quand il faut résister, à parler fort quand il faut masquer la douleur. Il ne le sait pas encore, mais ce mélange d'audace, d'ironie et de fierté blessée deviendra plus tard sa signature publique. Dans la vie de Patrick Balkany, il y a un nom qui revient toujours, indissociable du sien, Isabelle. Leur histoire commence bien avant la politique, avant les caméras et les tribunaux. Une rencontre presque romanesque entre deux caractères de feu, deux âmes qui dès le départ se reconnaissent dans leur ambition, leur ironie et leur goût du pouvoir. Isabelle Smadja, brillante, fougueuse, dotée d'un sens aigu de la répartie, deviendra non seulement son épouse, mais aussi son alliée la plus fidèle, son double en tout. Ensemble, ils forment un couple à la fois redouté et fascinant, soudés dans la réussite comme dans la tourmente. Leur mariage, célébré dans les années 1970, ne ressemble à aucun autre. À l'époque, ils n'ont encore ni fortune ni réputation, seulement cette conviction farouche qu'ils sont faits pour régner. Peu à peu, ils s'imposent dans le paysage politique local, bâtissant leur empire à Levallois-Perret. Leur maison, une vaste demeure surplombant la ville, devient le symbole de leur ascension. Un lieu à la fois chaleureux et ostentatoire où se croisent élus, artistes, journalistes, amis fidèles et curieux. Ce n'est pas une simple résidence, mais une scène permanente où se joue le théâtre de leur vie publique. À l'intérieur, Isabelle règne autant que Patrick. Elle organise, décide, surveille tout.
leur complicité est fusionnelle, parfois explosive, mais toujours sincère. Quand ils apparaissent ensemble, leur énergie captive. Ils se complètent à la perfection. Lui, l'instinctif, le charmeur, l'homme de terrain. Elle, la stratège, la femme d'influence, celle qui pense et protège. Malgré les années, malgré les tempêtes, ils n'ont jamais cessé de former un duo inséparable. Un couple que ni la prison ni la honte publique n'a réussi à briser. Leur vie familiale, en revanche, a toujours été un domaine qu'ils ont su préserver de la curiosité médiatique. Patrick et Isabelle ont 2 enfants, nés avant que les projecteurs ne s'abattent pleinement sur eux. Ces enfants, aujourd'hui adultes, ont grandi dans un univers singulier, celui d'une famille toujours entre 2 mondes, entre l'intimité et la scène politique. Ils ont connu les grands dîners, les campagnes électorales, mais aussi les absences, les secrets, la tension constante d'un foyer en première ligne. Quand les épreuves judiciaires ont frappé, leur maison de Giverny, magnifique propriété normande entourée de verdure, est devenue un refuge. C'est là que Patrick et Isabelle ont tenté de retrouver un semblant de paix, loin du tumulte médiatique. Cette demeure, achetée dans les années de prospérité, incarne à la fois leur réussite et leur fardeau. Les enquêtes l'ont transformée en symbole, elle fut perquisitionnée, scrutée, contestée, mais pour eux, elle est restée un repère. Un lieu où Patrick aime encore s'asseoir sur la terrasse, face à la rivière, pour se souvenir du temps où tout semblait possible. Dans cette existence mêlée d'amour, de luxe et de lutte, la ligne entre le privé et le public n'a jamais vraiment existé. Chaque sourire, chaque regard échangé entre Patrick et Isabelle a toujours eu quelque chose de politique, de théâtral, presque tragique. Leur vie commune n'est pas une simple union conjugale. C'est une alliance de fer forgée dans la lumière et trempée dans la tourmente, une histoire où la loyauté a survécu à tout, même à la chute. Né le 16 août 1948, à Neuilly-sur-Seine, Patrick Balkany grandit dans un contexte mêlant reconstruction et mémoire douloureuse d'après-guerre. Issu d'un père hongrois juif ayant échappé aux persécutions nazies et d'une mère protestante française, il hérite d'un tempérament à la fois combatif et orgueilleux. Très tôt, il montre un goût affirmé pour le contact humain, la discussion, la provocation légère qui attire l'attention. Rien, pourtant, ne le prédestinait à devenir l'une des figures les plus marquantes et controversées de la politique française. Ses premières années sont celles d'un jeune homme curieux de tout, avide d'expérience. Il se passionne pour les débats, pour les histoires d'hommes et de pouvoir. Après des études moyennes, il se tourne vers la vie active, préférant l'action au banc d'école. C'est au contact des milieux gaullistes qu'il trouve sa voie. Dans la jeunesse gaulliste, il découvre ce qu'il aime le plus: convaincre, diriger, exister. Sa verve, son humour, sa présence font de lui un orateur redouté. C'est dans les années 1970 qu'il franchit un cap décisif. Aux côtés de Jacques Chirac, il apprend la stratégie politique, les rouages du pouvoir local, le sens du réseau. Puis il croise la route de Nicolas Sarkozy, plus jeune mais tout aussi ambitieux. Une amitié solide se noue entre eux, fondée sur la loyauté et une vision commune de la droite française. Ensemble, ils partagent les campagnes, les soirées électorales et les rêves de conquête. Cette alliance deviendra l'un des piliers de la carrière de Balkany. En 1983, il devient maire de Levallois-Perret, une commune alors en difficulté. En quelques années, il la transforme en vitrine de réussite. Grands projets urbains, modernisation, dynamisme économique, Balkany veut faire de Levallois un modèle. Il réussit, mais cette réussite attire aussi la controverse. Son style direct,
sa gestion autoritaire, ses liens avec les cercles d'affaires alimentent les rumeurs et les critiques. Malgré tout, il s'impose. Réélu à plusieurs reprises, il devient une figure incontournable du paysage politique français. Député, conseiller général, ami des présidents, il fréquente les salons du pouvoir, tout en cultivant cette image d'homme proche du peuple, toujours souriant, souvent provocateur. À chaque scandale, il rebondit, parfois blessé, mais jamais abattu. Cette trajectoire faite de triomphes et de tempêtes, de fidélité inébranlable et de chutes spectaculaires, fait de Patrick Balkany un personnage à part. Un homme dont la vie, oscillant entre éclats et déchéances, semble incarner à elle seule le roman de la Vieux République avec ses grandeurs, ses excès et ses ombres. Patrick Balkany, derrière les polémiques, derrière les projecteurs, demeure avant tout un homme avec ses blessures, ses regrets, mais aussi ses espoirs. Tant de gens le jugent sans vraiment connaître la profondeur de son parcours. Pourtant, lorsqu'on prend le temps d'écouter son histoire, ses débuts difficiles, ses luttes, ses rêves, on découvre un être humain profondément marqué par la vie, mais toujours debout, toujours animé par le désir de transmettre quelque chose. À 77 ans, il aurait pu choisir le silence, mais il a préféré parler, se livrer, se montrer tel qu'il est, sans phare. Et c'est cela, la véritable force d'un homme. Oser la vérité. Derrière le personnage public, il y a un père, un mari, un ami, un homme qui a aimé sa ville, sa patrie, et qui a parfois payé cher pour ses choix. Chacun de nous, à sa manière, peut se retrouver dans ses failles, dans ses excès, dans cette envie de laisser une trace. Et si, au lieu de condamner, nous apprenions à comprendre, à tendre la main plutôt qu'à tourner le dos? Si cette histoire vous a touché, si vous aussi pensez qu'il est temps de regarder au-delà des apparences, alors montrez votre soutien. Laissez un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir ces destins hors du commun. Ensemble, faisons vivre les récits de ceux qui ont marqué la France, non pas pour juger, mais pour se souvenir, comprendre et aimer un peu plus les êtres humains derrière les noms.